Tout à l'heure, vous évoquiez la souveraineté et vous expliquiez qu'il serait important que les Africains apprennent à faire respecter leurs règles. À votre avis, cet arrimage du franc CFA à l'euro via la Banque de France... C'est un drame. C'est un drame pour l'économie africaine. C'est un drame. Déjà, c'est un drame pour nous. Donc, je pense que c'est aujourd'hui un des inconvénients majeurs, hein, parce que, évidemment, ça soumet l'économie africaine à une asphyxie, au même titre d'ailleurs que l'économie française, mais en pire, peut-être en encore pire. Certainement. Bien sûr, en encore pire. Donc là, on est vraiment en train de tuer économiquement l'Afrique. Donc je suis fondamentalement opposé à cette manière de faire. Et je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir avec une monnaie telle que celle-là. C'est impossible. Vous convenez donc que les États africains n'ont pas forcément les coups des franches pour pouvoir décider de ce qui doit être respecté dans leur pays. C'est ça que vous disiez oui, mais bien sûr, mais vous savez, moi, encore une fois, quand je défends l'indépendance monétaire de mon pays, je défends l'indépendance monétaire de tous les pays. Je considère que toutes les nations ont le droit d'avoir une monnaie. C'est même un des éléments de la souveraineté, la monnaie, voilà. Et donc, je suis cohérente. Je veux dire, je considère pas que des pays ont des droits et que d'autres n'auraient pas les mêmes. Tous les droits que je réclame pour mon peuple et pour mon pays, je le réclame pour tous les peuples et tous les pays du monde. De ce qui peut être illustré, bonsoir déjà mes très chers frères et sœurs, qui peut être illustré par ce billet. Un billet objet de tant de convoitises, objet de tant d'attention, qui fait l'objet de beaucoup de tensions aussi, pour ceux qui n'en ont pas forcément, et qui parfois est brandi par les personnes qui nous parlent d'émergence et qui estiment que l'addition de ces billets permettra à l'Afrique francophone, comme l'Afrique de manière générale, de s'en sortir. Mais on va rester dans la sphère francophone et on va vous parler ce soir du franc CFA. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de le brûler ou autre, je le précise aussi. On va parler du franc CFA, de ce concept-là, lourd de sens, qui est devenu quelque part une notion banale dans nos vies, dans notre logique quotidienne, qui, lorsqu'on veut acheter quelque chose, est usité en fonction, de manière générale, et qui est aussi prononcée par des personnes qui se présentent souvent, elles aussi, comme des gens qui défendent l'émergence africaine. Et on va parler un petit peu de ce paradoxe-là en définissant les concepts. Si vous le permettez, c'est justement une démarche pédagogique. On va le faire en 5 minutes. Donc le franc CFA développé et expliqué en 5 minutes. Qu'est-ce que signifie à la base, étymologiquement parlant, le franc CFA? Est-ce que quelqu'un a une petite idée autour de ce plateau? Ousmane, le marxien, tu connais. El Habib, tu connais aussi, économiste. Vas-y, El Habib. À la base, c'était colonie francophone d'Afrique. Alors, c'était donc, selon la définition de Nicolas Gbou, de franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà, franc CFA, exactement, ce qui correspond à ce que vous nous dites. C'était au départ. Par la suite, il y a eu un changement lorsqu'il y a eu les indépendances pour continuer à contrôler économiquement l'Afrique francophone. Après ces indépendances formelles des années 60, le colon a redéfini le franc CFA comme le franc étant le franc de la communauté française d'Afrique. Voilà. Et donc il y a eu un changement de nom, même encore une fois on le dit, le théâtre, le décor change, mais le contenu de la pièce reste le même. Et c'est ça sur lequel on doit préciser les choses. Joseph Tchouchang Pouemi, donc l'un des plus grands auteurs en ce qui concerne le franc CFA, dans son livre intitulé Monnaie, servitude et liberté, affirmait que le franc CFA n'était qu'un instrument et n'est qu'un instrument de répression monétaire de l'Afrique. Quand on dit ça, certains disent Kébi, c'est un débat du passé, aujourd'hui on vit, on a besoin des CFA. Sauf que les choses, encore une fois, sont évidemment plus complexes que ça. Lorsque l'on parle de l'impact de la France sur les nations africaines qui possèdent le franc CFA, il est intéressant de dire qu'il y a un contrôle français sur ne serait-ce que 3 banques centrales africaines extrêmement importantes aujourd'hui sur le continent africain de manière générale. La France a des représentants dans 3 banques centrales que sont la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, d'accord, la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, dans laquelle on est, nous, installés, et il y a aussi la Banque centrale des Comores. Chaque représentant français dispose, à l'intérieur de ces 3 banques, de ce que l'on appelle le droit de veto sur chaque décision. Ce qui signifie que si une décision de l'une de ces banques centrales va à l'encontre, par exemple, d'intérêts exogènes, d'intérêts français, les représentants français à l'intérieur de ces banques centrales peuvent apposer leur droit de veto.
Donc, quand on nous parle d'émergence, on est en train de dire que quelque part, on construit une maison sur du sable mouvant, puisque le sol sur lequel s'appuie notre émergence est un sol vicié par une monnaie qui ne nous appartient pas. Et ça, je pense que c'est important quand même, en guise d'information, de le préciser. On précise aussi que le franc CFA a 4 axes de fonctionnement. La centralisation des réserves de change qu'on nomme le compte d'opération. Je vais vite, le temps est compté. Le concept de la libre convertibilité des francs CFA en francs français hier et aujourd'hui en euros. Le principe de la fixité des parités. Et enfin, la notion de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Il faut qu'on précise, lorsque l'on entend cela, d'accord, que, pour ne pas me perdre dans mes fiches, il y a une notion qui dérange beaucoup les économistes et les spécialistes de l'économie émergente, va-t-on dire, dans le monde, en l'occurrence le processus du compte d'opération. Je suppose que, bon, à Lyon, vous avez pour bon nombre d'entre vous entendu parler de ça, le peuple, certainement pas. Tout d'abord, la France et les pays africains de la zone franc, dans ce qu'on appelle la PAZF, ont signé le 4 décembre 1973 une convention visant à mettre en commun leur avoir extérieur dans un fonds de réserve de change. Ces réserves feront l'objet d'un dépôt auprès du Trésor français dans un compte courant dénommé compte d'opération. La création de ces comptes d'opération fait suite au pacte colonial négocié par le général de Gaulle et Jacques Foccart au lendemain des indépendances qui obligeait les PAZF à déposer la totalité de leurs avoirs extérieurs au Trésor français. La Convention de 73 a assoupli ce pacte en ramenant le taux du dépôt 50%. À 65%. Voilà, je connais par cœur le grand frère, d'accord. Et l'objectif officiel étant de répondre aux besoins de trésorerie des PAZF et d'honorer leur engagement auprès de leurs créanciers. En contrepartie, la France garantit une convertibilité illimitée du franc CFA en euros. Cette convertibilité illimitée du franc CFA signifie qu'à chaque fois que la richesse est créée dans un pays d'Afrique de la zone francophone, de la monnaie est créée, du franc CFA en l'occurrence, il en résulte une création potentielle de francs français jusqu'en 2002, puis d'euros, ce dernier étant automatiquement convertible. Comme nombre d'économistes l'observent, nous pouvons voir dans ce mécanisme une source illimitée de devises pour qui? Pour la France. En effet, étant donné que la France est historiquement le principal partenaire et investisseur des pays de la zone franc CFA, la création de richesses en franc CFA lui a permis d'accumuler massivement des devises, notamment grâce à une liberté de rapatriement des capitaux sans restriction que légalisent les principes régissant le franc CFA. Ces comptes d'opération seraient d'autant plus rentables qu'ils sont excédentaires jusqu'en 80, puis de nouveau après la dévaluation de 94, décidée par la France qui a réduit la valeur du franc CFA de moitié. Qu'est-ce que l'on dit lorsque l'on énonce ces réflexions et ces données encyclopédiques? Parce que là, il s'agit du factuel, ce n'est pas de la spéculation, c'est simplement un tragique constat. On a vu l'exemple, quoi qu'on puisse penser de ce président, et je sais qu'il a beaucoup d'opposants, notamment ici, mais quelqu'un comme Laurent Gbagbo qui, lorsqu'il a voulu battre sa monnaie et s'éloigner du franc CFA, ça a provoqué l'ire et l'hystérie. C'est pas la seule raison qui a fait que Gbagbo a été marginalisé par la communauté internationale, on le sait, mais ça crée l'hystérie des personnes qui savent très bien que le franc CFA est une source de revenus inépuisable pour une France qui, quelque part, tient ses richesses aujourd'hui du continent africain. Et c'est pour ça qu'on lance un appel à toutes les personnes qui théorisent et qui pensent l'émergence africaine au quotidien dans la sphère francophone. On leur demande de comparer le développement des pays d'Afrique anglophone ou même lusophones, et le développement des pays d'Afrique francophone qui aujourd'hui sont à la traîne. On ne peut pas être libre ou en avance à partir du moment où notre monnaie est nivellée vers le bas et dirigée par des gens qui n'ont pas les intérêts des Africains. Et nous souhaitons que dans les temps à venir, les dirigeants africains de cette sphère francophone aient une vision économique claire, nette et précise et comprennent que le strict minimum déjà, c'est de battre sa propre monnaie si on veut être capable de s'en sortir. C'était la chronique de la semaine, donc le franc CFA expliqué en plus de 5 minutes apparemment, mais j'espère que la plupart des gens l'auront compris. D'accord. Madame, monsieur, vous savez bien que ce débat s'appuie sur effectivement un documentaire réalisé par Olivier Nogo qui retrace un peu la création, le fonctionnement des banques centrales, mais aussi les influences autour de cette monnaie que d'aucuns présentent comme coloniale, mais que d'autres, en revanche, estiment être de bonne augure, si vous voulez, de bonne facture pour les États de la zone franc du fait de sa convertibilité. En tout cas, on va pas refaire le débat. Je vous propose justement de suivre un extrait qui va nous permettre de comprendre s'il y a un danger quelconque qui pèserait sur l'une des deux monnaies, principalement sur le franc CFA. C'est un extrait de ce documentaire dont je viens de vous parler. Nous regardons et nous en discutons juste après.
Le franc CFA ne peut pas faire peser de danger sur l'euro. C'est plutôt l'inverse. C'est l'euro qui aujourd'hui fait peser un grand danger sur le franc CFA. Parce que dans la mesure où le franc CFA est attaché à l'euro, la valeur du franc CFA par rapport aux autres monnaies monte en même temps que l'euro. Or l'euro monte beaucoup en ce moment au regard du dollar. Ce qui fait que les pays africains se trouvent dans la situation assez terrible d'avoir à acheter leurs importations qui viennent pour la plupart d'Europe dans une monnaie forte, l'euro, alors que leurs exportations, qui sont le café, le chocolat, le pétrole, les céréales, sont vendues à des prix qui sont en général fixés en dollars, donc en monnaie faible. Donc leurs recettes sont en monnaie faible, leurs dépenses sont en monnaie forte. C'est évidemment extraordinairement dangereux et tout à fait contraire à l'intérêt de ces pays. Francis Olivier Epundi, extrait de Jacques Attali, qui est donc économiste et conseiller d'État français. Il a conseillé beaucoup de présidents sur la question de l'économie. Réaction sur danger quelconque sur l'une ou l'autre monnaie? En fait, j'ai écouté avec beaucoup de respect le discours de Jacques Attali, qui est un éminent économiste, et je le remercie pour sa probité intellectuelle avec laquelle il s'exprime, ce détachement de la sphère politique qu'il caractérise. Il a entièrement raison lorsqu'il dit que le franc CFA ne peut faire peser aucun danger sur l'euro, mais que l'inverse est vrai, à savoir que c'est l'euro qui est une menace pour la survie monétaire des pays de la zone franc. Et il explique très bien d'ailleurs, parce que l'arrimage du franc CFA, qu'on appelle X franc d'Afrique centrale, c'est-à-dire monnaie inconnue à l'international, à une monnaie forte comme l'euro, est en fait une massue pour ce qui est des exportations des pays africains. Et c'est en réalité, dans le langage économique, c'est une condamnation certaine des pays africains à rester des dépotoirs des exportations internationales vers le continent africain. Parce qu'en économie, il est démontré que plus votre monnaie s'apprécie, moins votre tissu productif local peut vendre à l'international. Parce qu'à parité de pouvoir d'achat égal, le consommateur X préférerait acheter là où le même bien d'égale qualité lui revient moins cher. Or, l'arrimage historique du franc CFA à la zone euro au regard de la tendance que connaît la monnaie européenne sur les places internationales condamne les États africains à importer, donc déséquilibrant notre balance commerciale et donc la balance de paiement, et faisant de nous des dépotoirs des importations, des exportations internationales. Dieudonné Somba, moi je voudrais comprendre, et peut-être les téléspectateurs aussi, est-ce que c'est du fait, en termes de commerce international, que la monnaie, vous me corrigerez si je me trompe, soit plutôt le dollar que l'euro? Est-ce que ça peut se comprendre comme cela? Oui, je crois que M. Attali a bien expliqué. Il a dit que nous, quand nous achetons les biens, nous les achetons généralement en euros. Et quand nous vendons en dollars. La conséquence automatique, c'est que comme le dollar, lui, n'évolue pas, n'a pas le même dynamisme en termes de renforcement que l'euro, nos recettes, quand nous vendons, ont tendance à plafonner, alors que nos achats ont tendance à gonfler. C'est ce qu'il a dit. Mais d'une manière plus générale, lorsqu'on voit les deux rôles fondamentaux de la monnaie, en dehors de son statut d'instrument d'échange, il y a la régulation précisément du territoire, régulation des entrées des biens sur le territoire. Parce qu'à travers le mouvement d'échange, la valeur de la monnaie, il est possible en quelque sorte de piloter une économie en empêchant un effondrement, par exemple, de la balance commerciale. Autrement dit, lorsque vos biens deviennent peu compétitifs, ou lorsqu'il y a une tendance à une surimportation, vous baissez, vous dépréciez votre monnaie. Automatiquement, les biens importés augmentent et les biens exportés gagnent en compétitivité. Donc, quand vous avez une monnaie souveraine nationale,
lorsqu'elle est notamment convertible, vous pouvez agir à ce niveau-là. Et lorsqu'elle n'est pas convertible, les pouvoirs publics peuvent, en cas de contrôler de manière administrative les entrées des biens sur le territoire. Donc, le fait qu'on dispose d'une monnaie qui, elle, est non seulement arrimée à une économie qui n'a aucun rapport avec notre niveau économique, deuxièmement, le fait qu'on ne puisse pas agir de quelque manière que ce soit sur cette monnaie, fait donc en réalité, nos systèmes restent beaucoup trop ouverts. Et l'ouverture a tendance à s'étendre. La conséquence est que le sein productif national est sauvagement agressé par la brocante européenne et par la pacotille chinoise. Ce qui fait que ça crée une atmosphère totalement acide, acide et corrosive pour le secteur productif local, d'où automatiquement la très grosse difficulté de développer une industrie locale, le raccourcissement du niveau de la longévité des entreprises nationales. Donc c'est fondamentalement ça le problème. C'est pour ça que, pour revenir à ce qu'a dit mon grand frère Hubert, en fait, il a raison quand il dit que moi j'ai une approche de fonctionnaire. Même si cela peut paraître péjoratif, mais les fonctionnaires restent utiles dans un pays. Parce que le fonctionnaire met plus l'accent sur les aspects opératoires, les aspects opérationnels, la démarche. Quand vous présentez une proposition à un fonctionnaire, bon, lui il aura tendance à voir tous les aspects, les rapports de force, l'historique, les forces même internes, parce qu'il ne faut pas croire que tous les Camerounais sont d'accord pour qu'on change de monnaie. Donc, c'est pour ça que, précisément, il a raison, ma démarche est une démarche de quelqu'un qui a longtemps travaillé dans une administration publique, notamment l'administration publique camerounaise, et qui donc doit intégrer tous ces aspects-là, mais néanmoins dégager quelque chose qui peut être une solution, ne serait-ce qu'à moyen. Dans les prochaines minutes, nous allons parler justement de changer la monnaie ou pas, de partir de la zone du franc CFA ou pas. Mais je voudrais quand même également donner la parole à Hubert Kamgan sur cette réaction de Jacques Attali, qui semble ne pas épouser. Bon, on avait pensé que français, peut-être, il dirait les choses autrement. Mais non, on lui a posé une question technique, incontournable. Oui, de savoir si, enfin, des deux monnaies, c'est-à-dire de l'euro et du franc CFA, qui souffrirait plus de l'autre. Tout à fait. Il ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il a dit. J'ai dit tout à l'heure que j'ai... Mais est-ce que cela peut aussi faire comprendre que la masse monétaire du franc CFA est négligeable dans cette... Bien sûr. Très faible. Bon, les calculs, je ne les ai pas faits récemment, mais Joseph Tundian Poumi avait fait les calculs quand il a publié Monnaie, Servitude et Liberté en 1980. Les réserves des pays CFA participaient à l'époque pour 13% des réserves de la France. Tout à fait. Je ne sais pas quelle est l'évolution. À quel niveau nous nous trouvons aujourd'hui? Mais non, je ne sais pas. La masse est faible parce que la masse monétaire des zones francs par rapport à la masse monétaire de la France était 2%. Oui, non, on parlait par contre, les réserves, parce que... l'apport en termes de commerce international des pays de la zone franc était énorme. D'accord. Oui, non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Allez-y, je vous redonne la parole. Que j'ai publié en l'an 2000, ça fait 14 ans maintenant, un livre intitulé Le Cameroun au XXIe siècle, quitter la CEMAC puis œuvrer pour une monnaie unique. Dans l'une des annexes intitulée Crise du franc CFA ou mort annoncée de la zone franc, je disais déjà ce que M. Attali dit à propos de la parité fixe. Lorsque vous avez une parité fixe par rapport à une monnaie, c'est comme si vous attachiez un homme à un cheval, au galop, par une corde raide. L'homme va être traîné par terre. Je le disais de cette manière. Et nous sommes d'ailleurs depuis 1976 dans le domaine des changes flexibles. Les changes fixes ne sont pas bons. J'ai voyagé, quand je vais à Dubaï ou en Éthiopie, c'est vrai que le taux de change est fixe, mais au quotidien, il y a un ajustement. Vous pouvez avoir 1 euro pour X dirhams
des Émirats Arabes Unis, mais le lendemain, ça varie vraiment au quotidien. Et ça donne une telle flexibilité que la dévaluation ne donne pas. Donc, vous attendez, vous accumulez des retards. C'est pour ça qu'on a dévalué de 50%. Tandis que si on faisait des ajustements pratiquement quotidiens, ce serait pratiquement imperceptible pour le grand public, mais ça équilibrerait la balance presque instantanément. Tout à fait. Donc, ce qu'il dit, c'est tout à fait. Nous parlerons aujourd'hui de la monnaie, nous parlerons aujourd'hui du franc CFA, nous parlerons aujourd'hui de la France. Je vous dis bonjour encore et pour commencer, je tiens à faire un petit rappel à tous les mauvais élèves du Cameroun qui continuent de s'illustrer par leur politique réactionnaire au lieu d'agir et de proposer un projet de société. Mais cette semaine, surtout, j'ai décidé de décerner la palme d'or à ceux qui ont fait la honte de mon pays en s'illustrant par le fait qu'ils ont passé les 6 derniers jours à distribuer des messages de très mauvais goût sur des personnes qui seraient décédées alors qu'en réalité elles sont en vie. Puisque vous avez manifestement assez de temps libre pour faire ce genre de choses, je vais vous aider à occuper vos journées en vous présentant un thème qui est utile pour tous les Africains et une question assez complexe à laquelle nous devons tous nous consacrer pour se relever et atteindre au développement. Donc nous allons parler de franc CFA. C'est un sujet assez intéressant et difficile en même temps. Accrochez-vous très bien, c'est passionnant, vous allez voir. Donc, je vais dire de prime abord qu'il est probable que certaines personnes d'entre vous qui ont une sensibilité quelconque avec la France ou alors certaines personnes qui vivent en France soient un peu heurtées par la vidéo. Il est possible de détester la France après avoir regardé cette vidéo. Ce n'est absolument pas le but, je ne déteste pas la France, au contraire, c'est un très beau pays, c'est le pays le plus visité au monde par les touristes étrangers. Donc il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas du peuple français, il s'agit juste d'un système mis en place pour mettre l'Afrique en péril et c'est celui que nous allons combattre ici. Donc, le premier point, je dois commencer par dire que nous ne sommes pas indépendants. Le Camerounais qui s'est mis dans la tête que son pays a accédé aux indépendances le 1er janvier 1960 ressemble à quelqu'un qui se jette du 58e étage d'un immeuble et qui espère survivre. Nous ne sommes pas du tout indépendants parce que, entre autres, un État indépendant, c'est un État qui a la souveraineté sur sa monnaie. Or, nous, notre monnaie ne nous appartient pas. Le franc CFA est contrôlé par la France à 100%. Donc, et pour comprendre là où je veux en venir, on va jeter un œil sur l'histoire. Le franc CFA a été créé le 26 décembre 1945 par le général de Gaulle, comme un cadeau de Noël carrément, un vrai cadeau empoisonné, et il s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. En 1958, lorsque les indépendances approchaient, bon, le Ghana a eu son indépendance en 1957, mais ne fait pas partie de la zone franc. Lorsque les indépendances approchaient, le nom de l'acronyme, la définition de l'acronyme a changé. L'acronyme CFA signifiait déjà franc des communautés françaises d'Afrique. Mais on peut se demander pourquoi en 1960, le Cameroun accède à l'indépendance, mais continue de rester dans la zone et continue d'utiliser la monnaie qu'il a subie lorsqu'il était encore une colonie. La réponse, c'est que la France a tout fait pour maintenir sa mainmise, pour que ça lui profite et que ça continue de maintenir les Africains en apnée dans l'eau sans qu'ils ne respirent. Mais lorsque vous faites la recherche sur Wikipédia, on vous dit certains pays ont choisi de demeurer dans cette zone après les indépendances. Évidemment, ce n'est pas vrai du tout, je ne veux pas développer ça plus longtemps. Les dirigeants soit ont été corrompus, soit on leur a bourré le cerveau en essayant de leur convaincre que ça leur apportait un quelconque avantage que ce soit. Non. Donc, pourquoi je dis que le franc CFA ne sert à rien? Décrivons d'abord ce que c'est. Le franc CFA est utilisé par 3 entités en Afrique. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine en Afrique de l'Ouest, et la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. En Afrique centrale, il y a aussi la Banque des Comores, mais là je ne vais pas trop en parler. Là, les Comores, c'est un archipel d'îles
au sud-est de l'Afrique, près de Madagascar. Donc, en Afrique de l'Ouest, la banque qui s'occupe de ça, c'est la BCAO, la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, avec son siège à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elle regroupe entre autres le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo. Et en Afrique centrale, c'est la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, et regroupe le Tchad, la RCA, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, et son siège est à Yaoundé, au Cameroun. Et c'est là que nous avons le premier problème, parce que dans l'organigramme des deux banques, on a ce qu'on appelle le conseil d'administration, c'est-à-dire le DG et sa clique, ceux qui prennent les décisions. Et dans le conseil d'administration, aussi bien que de la BEAC ou que de la BCAO, il y a 2 Français. On peut donc commencer par se poser la question, qu'est-ce que les Français font dans le conseil d'administration des pays dits indépendants? Est-ce que vous avez vu un Africain dans le conseil d'administration de l'euro? Non. Mais le plus effrayant n'est même pas là. Le plus effrayant réside dans le fait que ces 2, donc 4, 2 fois 2, ont le droit de veto, dont aucune décision ne peut être prise à l'intérieur de ces banques si ces Français-là ne sont pas d'accord. Donc nous avons des pays indépendants, mais nous avons des Français qui peuvent décider si une décision est prise ou pas. Alors voilà déjà le premier point. Et quand on sait, lorsqu'on a un peu d'intelligence et qu'on sait que dans les relations internationales, il y a un principe qui dit que les États n'ont pas d'amis, mais juste des intérêts, on ne peut pas s'attendre à ce que la France prenne une quelconque décision qui nous favorise. Non, c'est un rêve éveillé. Donc le deuxième problème, parce que c'est de plus en plus effrayant à mesure qu'on avance, c'est que les billets de banque, ceux que nous utilisons à Yaoundé, Douala et dans nos villes, ne sont pas fabriqués en Afrique. Ils sont fabriqués dans la petite ville de Chamalières, en France, près de Clermont-Ferrand, dans le département d'Auvergne. Les départements français, l'Auvergne, la Loire-Atlantique, les Pyrénées, la Normandie, bref, ils ne sont pas fabriqués en Afrique. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, je me demandais souvent, mais pourquoi on ne peut pas fabriquer de l'argent pour tout le monde? Comme ça, il n'y aurait pas de pauvres. Mais ce n'est pas possible de faire comme ça, parce que si on fabrique de l'argent pour tout le monde, si on donne 10 millions à tout le monde, personne n'ira travailler. L'agriculteur n'ira plus se salir les mains au champ. Et voilà, il y aura plus à manger, il n'y aura aucun service, les médecins n'iront pas travailler, le boulanger n'ira pas faire son pain. Donc tout le monde aura l'argent, mais il n'y aura rien à acheter. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc les gens vont mourir de faim, auront l'argent, mais il n'y a rien à acheter. Il faut donc que les banques fabriquent l'argent en fonction des biens présents pour qu'il y ait un équilibre. Mais puisque c'est la France qui fabrique notre argent, nous ne pouvons pas décider de cet équilibre-là. C'est elle qui s'en charge. Voilà l'un des éléments inexplicables dans cette histoire. Au sein des pays qu'on a proclamés indépendants ou qu'on veut nous faire croire qu'ils sont indépendants. Et un problème supplémentaire, c'est que le franc CFA n'est pas interchangeable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Cameroun, on utilise le franc CFA, en Côte d'Ivoire également, et le franc CFA camerounais a exactement la valeur du franc CFA ivoirien. Mais il n'est pas possible pour moi d'aller dans une ville ivoirienne, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro, Treichville ou Abidjan, et d'utiliser mes billets. Non, il faut d'abord les convertir en euros et obtenir le billet de franc CFA version ivoirienne, dont la France a bloqué le marché, empêche les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest de créer un marché intérieur et de se développer à cause de ce marché intérieur-là et de ces échanges forts. C'est une déclaration de guerre contre le panafricanisme. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc voilà, on utilise la même monnaie, mais c'est plus sur le terme, c'est plus une juxtaposition. Ce n'est pas vraiment une zone commune. On utilise la même monnaie, mais on ne peut pas changer nos biens. Mais ce n'est toujours pas le plus effrayant. Le plus effrayant, vraiment, dans l'histoire du franc CFA, c'est que chaque pays africain se doit de verser la moitié de ses recettes auprès du trésor public français. Ça veut dire que si le Cameroun, à la fin de l'année, avec tout ce qu'il a vendu, produits et vendus, cacao, café, banane et tout ça, si le Cameroun a gagné à la fin de l'année 2014 1 milliard de francs, nous sommes obligés de verser 500 millions de ces francs auprès du trésor public français. Ils ne nous appartiennent plus, la France les garde. Ça veut dire que l'argent que nous utilisons pour nous débrouiller à fabriquer, à construire et les routes et les hôpitaux et les écoles, il n'est que la moitié de l'argent que nous avons, de l'argent de nos recettes. C'est comme si j'étais fonctionnaire et que je gagnais 100 000 francs par mois et on me demande de donner 50 000 francs à quelqu'un sans qu'il n'ait travaillé pour ça. Donc, lorsqu'on vous raconte des folies du genre la France a fait un don de 5 milliards au Cameroun pour telle ou telle chose, c'est faux. C'est la France qui nous doit de l'argent. Depuis 40 ans, c'est comme ça. Et déjà en 1945, c'était la totalité, dont les 100% conversés auprès du Trésor français. En 1973, ils ont descendu à 65%.
Et depuis 2005, c'est 50% que nous versons là-bas, mais ce n'est jamais la totalité. Aucun pays africain ne reçoit la totalité de son argent. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est exactement ce qui se passe. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le prix à payer pour être arrimé à l'euro. Vous avez remarqué qu'un franc CFA égale à 1 euro égale à 655 francs CFA. En général, les monnaies changent, il y a des fluctuations, vous entendez les dévaluations du dollar, dévaluation de l'euro, le yen chute à 1,20 €, et des trucs comme ça. Mais avec le franc CFA, ce n'est pas possible, on est toujours 1 euro égal à 655,957 francs CFA, quoi qu'il arrive. Donc si l'économie européenne descend, la communauté financière d'Afrique descend également. Si l'économie monte, nous subissons l'économie européenne sans y participer. Donc c'est ça. Et même lorsqu'il s'agit de dévaluer, ils ne nous demandent pas notre avis. C'est ce qui s'est passé en 1994. C'est-à-dire qu'on a pris le téléphone et on a appelé les chefs d'État africains pour leur dire « Nous avons dévalué votre argent, acceptez ça comme ça ». Donc des États souverains qui ont acquis leur indépendance, c'était en 1994, j'avais 3 ans, donc bien après les indépendances. On leur passe un coup de fil et on leur dit « Nous avons dévalué votre argent, point final ». Donc c'est ça. Et pour contrer ces trucs-là, la France vous dit l'avantage que vous avez d'être arrimé au franc CFA, c'est que votre monnaie est crédible. Ça veut dire si vous avez un problème, vous pouvez demander à une banque, elle va vous faire confiance parce que vous êtes arrimé, vous êtes collé à une devise universelle qu'on appelle l'euro. Et en plus, ça vous donne une monnaie forte. Et ils ont raison, le franc CFA est l'une des monnaies les plus fortes au monde. Mais lorsqu'on se penche par exemple sur les exemples d'un professeur économiste ivoirien, Nicolas Agboou, et qu'on jette un coup d'œil aux pays qui ont des monnaies très faibles, on se rend compte qu'avoir une monnaie forte n'est pas un gage de développement. Au Vietnam, on a une monnaie qu'on appelle le dong. Mais allez à Hanoï au Vietnam et dites-moi si la capitale du Cameroun, Yaoundé, est plus présentable que Hanoï, la capitale du Vietnam. Et c'est le riz vietnamien que nous consommons encore au Cameroun. En Inde également, la roupie indienne, 1 euro égale à 75 000 roupies, c'est-à-dire le franc CFA est bien plus fort que la monnaie indienne. Mais maintenant, c'est l'Inde avec le Brésil, la Russie, la Chine qui sont en train de devenir les pays qui vont dominer le monde dans les décennies à venir. Allez dans les villes indiennes prospères, Mumbai, New Delhi, et dites-moi si Yaoundé est mieux que Mumbai. Donc, on a aussi ça en Corée du Sud avec une monnaie très faible, mais c'est la Corée du Sud qui a organisé la Coupe du Monde 2002. Et vous avez vu le formidable stade de le Seoul World Cup Stadium à Séoul, la capitale, où le match d'ouverture entre le Sénégal et la France s'est joué. En Iran, c'est la même chose. La monnaie qu'ils utilisent, le rial, 1 rial égale à 1 euro égale à 33 000 rials. Mais c'est l'Iran qui fait trembler tout l'Occident avec son programme d'enrichissement d'uranium. Donc, ce n'est pas un gage de développement, avoir une monnaie forte. Alors, la France nous dit encore, mais si vous dites comme ça, regardez, le Mali a quitté la zone en 1962, mais ils sont revenus en 1984 parce que, voilà, ça n'a pas donné, ils étaient dans de grosses difficultés. Madagascar aussi a quitté depuis 1973 et Madagascar ne se porte pas mieux. C'est vrai, mais on peut regarder la question sous un autre angle et demander à la France, mais est-ce que les pays qui sont dans la zone franc CFA ont décollé? Regardez le Cameroun, la Centrafrique, regardez les autres pays, ils ne décollent toujours pas. Regardez le Mali, le Togo. Le Mali a un taux d'analphabétisme très élevé. Dans ces pays-là, l'infrastructure manque. Et pourtant, on a plutôt l'impression que c'est plutôt les pays anglophones qui n'ont pas utilisé, qui ne sont arrimés à rien, qui contrôlent eux-mêmes leur monnaie, qui sont prospères. Le Kenya, le Nigeria, le Ghana. Voilà, donc ce sont des arguments qui ne tiennent absolument pas. Mais pour ceux qui sont durs d'oreille, parce que l'être humain est un animal assez fascinant, pour comprendre, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, il faut savoir que c'est le système que l'Allemagne utilisait contre la France jusqu'en 1945, parce que la Deuxième Guerre mondiale éclate en 1939. En 1940, la France envahit l'Allemagne envahit la France et met sur pied ce système-là, ce système d'exploitation qui appauvrit la France au détriment de l'Allemagne. Et alors que la France a réussi à vaincre l'Allemagne et à gagner la guerre avec la participation des Africains qui ont aidé la France à combattre, la France, comme récompense, avec Messire de Gaulle, utilise le même système dans les pays africains. C'est incroyable. C'est une forme de reconnaissance qui m'était étrangère jusqu'à présent. Donc, si vous avez
par manque, parce que les mauvais élèves du Cameroun, justement, qui souffrent du manque d'inattention, qui souffrent du manque d'attention et du manque d'inspiration, ont trouvé pour seule alternative de distiller des informations nauséabondes à travers les réseaux sociaux. Voilà des problèmes dont il faut s'occuper. On aura besoin de vous tous parce que nous sommes prêtés serment à nous-mêmes que notre génération ne passera pas avant que les choses n'aient évolué par rapport à l'état dans lequel elles sont à présent, et on a besoin de tout le monde pour ça. Mais si vous avez du temps libre pour vous insulter mutuellement ou alors souhaiter de façon funeste le décès des autres, nous n'allons pas vous impliquer dans le processus de redressement de l'Afrique parce que vous ne servez à rien. Désolé si c'est formulé comme ça, mais si je dis le contraire, c'est que j'ai menti. Donc c'est ce qu'il faudra faire. Pour ceux qui aspirent au poste de chef d'État au Cameroun en 2018, c'est le projet premier auquel un chef d'État doit s'attaquer parce qu'on n'accède pas à la magistrature suprême au moyen d'insultes. Il faut avoir un projet de société et il faudra commencer par celui-là parce que l'expérience montre qu'aucun pays ne s'est développé sans sa monnaie, sans avoir la souveraineté de sa monnaie. Ça n'existe nulle part. Ça ne va donc pas commencer par l'Afrique. Il faudra sortir de là parce qu'il n'y a aucune raison logique à ce que d'autres pays prennent notre argent. Ils nous doivent énormément d'argent. Et voilà, il faudra surmonter la pression occidentale parce que tous les présidents qui essaient de se redresser contre eux, Gbagbo, qui voulait créer la monnaie ivoirienne, après que les banques françaises aient menacé de fermer chez lui, a été déporté à la Cour pénale internationale, à La Haye, en Hollande. Kadhafi, qui a aussi voulu élaborer ses projets de panafricanisme, a été assassiné. Donc, il faudra avoir les neurones solides, parce qu'être président ne se limitera pas à se balader en jet privé. Si vous considérez que Biya a échoué, évidemment, il ne s'est pas attaqué à la question. Chez lui, on veut beaucoup pour ça. Mais voilà, vous êtes l'avenir et... j'espère que vous allez vous attaquer à ce problème. Donc, voilà le petit aperçu que je voulais donner sur la question. Le sujet est bien plus complexe, mais je ne suis pas économiste. C'était juste une vision panoramique pour comprendre ce qu'il faudra faire pour se développer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à une prochaine vidéo. Tout à l'heure, j'ai soulevé un problème. Moi, j'avais démontré que la France, c'est la nation, c'est-à-dire que n'est pas un pays démocratique, n'est pas un état de droit. C'est tout ce que je voulais démontrer. Je dis que dans tous les budgets africains, et c'est eux les Français qui nous ont apporté cette technique-là ici, les Occidentaux, il y a une loi de finances qui chaque année permet de voter le budget. C'est ce que je suis en train de dire. Et elle est votée par le Parlement de chaque pays. Le Parlement, c'est la représentation populaire du peuple. Je veux savoir quelle est la loi de finances qui en France encadre la votation de la zone franc chaque année. C'est ce que je veux savoir. Dans ce cas, je suis en train de dire que la zone franc, c'est le plus grand crime juridique qui existe. Ce n'est pas la base juridique, ce n'est pas de base juridique, ni de base démocratique. En France, qui contrôle la gestion des comptes d'opération en France? Qui contrôle ça? Et que les Français contrôlent. Ça veut dire que c'est une mafia qui, en France, gère cette affaire. C'est une affaire qui est entre les mains de Rothschild et ses clients politiques qui gouvernent la France. C'est ce qu'il faut dire. Voilà le pays qui parle de démocratie, qui est géré par une mafia. Il n'y a pas de base juridique et populaire et démocratique si tu as fait le compte d'opération. Sinon, comme montrent les documents, les archives du Parlement français, où chaque année on vote ce compte d'opération. C'est ce que je dis, c'est très important. Parce que dans les années qui viennent, il y aura une bataille terrible par rapport à ça. Par rapport à ça. La France, je t'ai déjà dit qu'il y a une France légale. La France des Français là. Il y a la France impériale, c'est-à-dire la France et son pré. C'est encore des colonies, n'ayons pas peur du mot. Nous sommes encore des colonies. La France et ses colonies. Or, nous savons qu'il y a une relation dialectique qui lie la France légale là, la France française là, et les pays africains. Houphouët l'a dit, Chirac lui-même l'a dit. La France sans les pays du précaré n'existe pas. À tout point de vue. Sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Sans le précaré français, la France n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en France, le franc CFA est basé sur un non-droit, ça veut dire que la relation que lie la France et les pays du précaré, c'est un rapport de non-droit. C'est-à-dire quoi? C'est un rapport de violence extrême. Ça veut dire que la question monétaire de la zone franc, c'est un rapport de violence, de meurtre, de génocide monétaire. Il faut comprendre ça. Et ça veut dire, ce n'est pas une affaire de droit. Ce n'est pas une affaire de démocratie.
C'est une affaire de violence, c'est-à-dire quelqu'un décide de prendre par la force ce qui ne lui appartient pas. La question est, le monde entier est composé de gens civilisés entre guillemets. L'Obama, les Cameroun, l'Union européenne, tous ces gens qui se présentent comme le monde civilisé. Moi je me rappelle pas, sur la question syrienne, l'Union européenne a dit que nous sommes la conscience du monde. Pour justifier l'intervention en Syrie. Nous sommes la conscience du monde. Mais où est cette conscience? Lorsqu'on voit un pays comme la France venir en plein jour, arracher par la violence la plus sauvage ce qui ne lui appartient pas. Un pays comme la France qui vient s'asseoir sur un continent, le monde entier voit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux dans le monde qui se taisent, les Obama et consorts, sont complètement disqualifiés pour parler à l'Afrique et aux dirigeants africains. C'est de ça qu'il s'agit. Permettez, Manuela. J'interpelle les juristes africains si on en a. Tout à l'heure, Bénécris a parlé des constitutionnalistes. Mais peut-être lui, là, il va nous sortir de là. Où sont-ils? Où sont les Maurice Kamto? Et les experts juridiques africains, ils sont où? Sauf à vouloir me dire que le droit peut surgir. Là où il n'y a pas de liberté, comment est-ce qu'on peut définir ce monstre juridico-politique qu'on appelle zone franc? Ils sont où? Pour aller porter plainte à l'ONU, au nom des Africains, des juristes. Ces juristes-là, on a vu un Camerounais, Nyamba Legène, porter plainte au FMI. C'est pas la même chose, mais voilà un exemple. Où sont-ils, ces juristes africains, pour se constituer en un pôle, pour aller engager une nation civile dans les États internationaux pour dire que ça là, c'est le crime des crimes. Ils sont où? Ils passent le temps à ravager, à vouloir critiquer sur l'État africain. Ils sont où? Voilà une affaire qu'ils peuvent faire. Parce qu'il n'y a aucune base juridique devant cette affaire-là. Je termine en disant que... Oui, allez-y. Moi, je veux dire que j'ai à dire ce soir. Moi, je suis en guerre. Allez-y. Je suis en guerre. Laissez-moi parler, je suis en guerre. C'est pour dire quoi? Je veux dire que la zone franc, c'est l'exemple parfait du rapport maître-esclave dont parlait Hegel et que Bénécris aime beaucoup convoquer. L'esclave peut s'habiller, il peut manger, prendre l'avion, acheter des voitures, aller dans les mêmes universités que le maître. C'est un esclave. C'est un esclave. Donc, la zone franc, c'est un espace où on fabrique le nègre éternel. Elle dit que quand on dit que tu es un nègre, tu es maudit sur cette terre. C'est la malédiction suprême qu'on t'appelle nègre. Or, le nègre, c'est une création du blanc. Le blanc colon, le blanc impérialiste. Il y a des blancs qui ne sont pas là-dedans. Hein. Je parle de blanc colon, le blanc impérialiste. Les États occidentaux. Ils ont créé le nègre. Et la zone franc, c'est un endroit où on crée le nègre à perpétuité. C'est une zone nazie. L'État français, la nation française, c'est une nation qui est dirigée par un État nazi. La politique française à l'égard de l'Afrique. La zone franc, c'est une zone nazie. Il me semble que le monde entier s'est levé contre le nazisme. Mais où est ce monde-là aujourd'hui? Alors qu'à l'Afrique, la France est en train de pratiquer sur les pays africains le nazisme en plein jour.